Bien. Allez, je pense que c'est le moment le plus difficile, c'est la dernière intervention. Il y a sûrement la fatigue un peu accumulée dans la journée. Et puis surtout, au vu de je crois vraiment de la richesse des débats, des réflexions, des échanges, il serait bien présomptueux de tenter une synthèse. Et rassurez-vous, je ne me hasarderai pas dans cette voie. Mais en réfléchissant à l'ensemble des contributions, des échanges en séance plénière et puis dans les moments de pause, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, évidemment, elle est fort compliquée, mais ça, c'est une lapalissade. Mais on peut la résoudre, on peut imaginer la résoudre avec 4 hypothèses de travail. Et je crois qu'il y a 3 des hypothèses qu'on ne peut pas accepter. Donc, en réalité, il n'y en a qu'une, plus facile à dire qu'à faire, toutefois et rapidement. Première hypothèse, et si je dis cela, c'est pas par amour de la rhétorique, c'est que ce type de débat existe, et en Palestine, et en Israël, et plus largement à travers le monde. La première hypothèse, c'est que les Palestiniens, finalement, acceptent une sorte de solution de survie comme citoyens de seconde zone dans une Palestine qui serait transformée en Bantoustan. Solution totalement illusoire parce que, immanquablement, et ça c'est une loi de l'histoire, pas seulement en Palestine, une nouvelle génération de Palestiniens relancerait inéluctablement un mouvement de révolte, un mouvement de contestation, probablement violente, et donc une nouvelle intifada. Et de ce point de vue, si on se projette un peu sur l'histoire, non pas récente, mais des dernières décennies, on s'aperçoit quand même qu'il y a des cycles tous les 10 ou 15 ans, de nouvelles flambées de violence, d'intifada, 1968, 1987, 2000. Bien. Deuxième hypothèse de travail, à la suite de la dégradation constante de la situation, je pense qu'elle a été soulignée par tout le monde, eh bien, une partie significative des Palestiniens de Cisjordanie, éventuellement de Gaza, serait contrainte à l'exil, partir de ces territoires. Évidemment, dans cette hypothèse, il y a un État qui serait sûrement le réceptionnaire d'une partie de ces exilés nouveaux, c'est la Jordanie. Et d'ailleurs, au passage, ça n'a pas été abordé aujourd'hui, mais rappelons-nous quand même que c'est la Jordanie comme État de substitution à l'État de Palestine, une vieille ancienne, une partie des idéologues du Likoud. Au vu de la configuration régionale, au vu de la déstabilisation de la région, cette hypothèse, évidemment, serait extrêmement dangereuse et rajouterait du chaos au désordre. Troisième hypothèse, eh bien, c'est devant la difficulté de plus en plus grande de créer un État palestinien digne de ce nom, viable, pas seulement reconnu à l'ONU, même si c'est extrêmement important comme étape, eh bien, là aussi, c'est un débat dont on sent que même s'il est minoritaire, il est exprimé, eh bien, l'auto-palestinienne se dissolverait et prônerait la création d'un État binational sur une éventuelle base fédérale. Je pense là aussi qu'il y a eu un certain nombre d'interventions au cours de la journée qui montrent que cette solution n'en est en réalité pas une. Donc la quatrième, évidemment souhaitable par tout le monde, ici présent en tout cas, c'est que devant l'impasse actuelle ou la quasi-impasse, eh bien, tous les protagonistes reviennent à la table de négociation sur la base du droit international. Je ne reprends pas cessation de la colonisation, séparation territoriale, etc., etc. Donc, l'application du droit international, il faut, et là je suis d'accord avec Patrick, il faut toujours partir de là, c'est essentiel. C'est évidemment, je crois, cette dernière hypothèse que nous privilégions, qui nécessite de ne pas baisser la garde, politiquement parlant, et vous me pardonnerez l'expression, mais ce qui nécessite aussi, ça n'a pas été abordé au détour de quelques-unes des interventions, de nouveau réfléchir à la question d'une grande initiative internationale qui soit susceptible, mais qui sera seule susceptible d'ailleurs, de submerger tous les facteurs de résistance à cette perspective. Plus facile à dire qu'à faire, et je pense qu'une nouvelle conférence internationale avec toutes les parties au conflit. Tout à l'heure, je crois que c'est Denis qui parlait d'Annapolis, mais Annapolis était voué à l'échec puisque le Hamas n'était pas convoqué, n'était pas invité. Mais le Hamas, il est parti au problème et donc il est parti à la solution. C'est le b.a.-ba du travail diplomatique, mais encore faut-il le rappeler. Donc il ne s'agit pas de sauter les étapes, mais elles deviennent urgentes. Mais la perspective d'une grande conférence de paix internationale se profile. Et de ce point de vue, d'ailleurs, outre ce qui a été expliqué sur les sociétés civiles, il y a peut-être un aspect qui peut nous rendre plus optimistes, cela a été évoqué, mais c'est que sur les 138 États qui ont voté la résolution du 29 novembre 2012 lors de l'Assemblée générale de l'ONU, eh bien, ces 138 États, ils représentent 6 milliards d'individus.
Ils représentent 86% de la population mondiale. Ça, c'est une lueur d'espoir. Cela signifie en d'autres termes que les rapports de force sont en train de basculer, au moins en termes démographiques. Maintenant, il faut le traduire au niveau politique, ce qui est évidemment la question la plus difficile. Mais c'est peut-être là une perspective, un espoir, une lueur d'espoir. Et en tout cas, ça nous indique qu'il c'est moins que jamais le moment de baisser la garde. Alors, pour terminer, ce sont mes derniers mots, évidemment, des remerciements. Ils sont tout d'abord adressés à vous tous, d'avoir bien voulu accepter l'invitation de l'IRIS et de la Fondation Gabriel Péri, à tous les intervenants. Merci pour la qualité de leur réflexion, de la richesse et de la diversité aussi, parce que nous y tenons. C'est une marque de fabrique de l'IRIS et de la Fondation Gabriel Péri. Quand nous organisons des colloques, on évite la pensée unique. Elle est contradictoire, elle peut être polémique, mais tous les points de vue sont à écouter pour tenter de se projeter vers l'avenir. De ce point de vue, mission accomplie. J'aimerais aussi remercier l'équipe logistique événementielle de l'IRIS et de la Gabriel Péri, parce que sans elle, rien n'aurait pu être fait. Alors notamment toute l'équipe qui se trouve ici, mais depuis plusieurs mois, Nathalie Moreau, Délia Lazare, Christelle Lemoyne, etc. J'en oublie, vous me le pardonnerez, mais c'est évidemment important. Merci aux interprètes, sans lesquels cette réunion n'aurait pas eu le même succès. Merci à vous. Et puis merci aussi, et ça sera là le dernier mot, au personnel de l'Assemblée nationale pour leur efficacité professionnelle. J'espère à bientôt. Bonne soirée à tous. Et j'ai ma voix qui déraille.